Un enfant qui ne parle pas, c'est une question à prendre au sérieux. Il faut examiner la question, on ne peut pas se passer par là-dessus. Les causes de ce mutisme peuvent être très nombreuses, y compris un mutisme de circonstance en consultation. Devant un enfant qui ne parle pas, il y a un problème de langage exprimé et de langage non expressif, implicite. Par le passé, dans les temps premiers des psychothérapies d'enfants, le silence ou l'absence de langage était très très mal supporté. Séduction des enfants, récompense par des bonbons, enfermement dans un placard pour répéter le traumatisme supposé et attendre la sortie. Je vous raconte ça parce que j'ai encore là une petite fille avec un mutisme extrafamilial que sa thérapeute disputait en lui disant mais parle. Ça faisait penser à Bois Georges, vous savez, le petit livre là. Hein. La possibilité d'utiliser une médiation dans les premiers temps, les marionnettes, puis le dessin et les jouets et les livres, permirent une véritable rencontre des enfants et un examen des modes de symbolisation. Mélanie Klein a montré que le jeu et le dessin étaient un analogue des associations de l'adulte en psychothérapie. Cela a permis de faire face au silence et d'échapper à tous ces mouvements qui cherchent à forcer le passage. Dans les équipes de traitement d'enfants, le pas suivant a été de comprendre que l'intérêt de préciser la difficulté de l'enfant nous amenait à réfléchir à des apports différents, tous d'une valeur psychothérapique. Si un psychothérapeute va s'intéresser à l'élaboration du jeu et du sens de ce jeu, une orthophoniste propose des moyens qui étayent la construction du langage et du récit. Un petit groupe propose des identifications mutuelles sur un support d'histoire, de jeu ou de conte. À nous de saisir par où il vaut mieux aborder les difficultés de l'enfant. Freud a su montrer que la construction du souvenir n'était pas toujours liée à une vérité historique, mais prenait forme de vérité, de récit dans l'histoire du sujet. Pour nous, psy d'enfants, la mise en récit et ses différents niveaux sont une des clés de la compréhension de l'évolution de l'enfant. Un jeune garçon avec un trouble du langage très important, caché derrière des troubles de la série autistique, a d'abord commencé à s'intéresser aux petits personnages de Lego et a 2 ans plus tard commencé des apprentissages, mais préfère la plupart du temps raconter des histoires à ses personnages dans un babil ininterrompu autant qu'incompréhensible. Les voitures, les avions et les fusées qu'il construit en Lego sont devenus très compliqués. Je me sens moins inquiète car sa pensée est visiblement en train de se construire et de devenir plus complexe et l'expression des mots simples commence à apparaître. La plupart des enfants, même très jeunes, élaborent avec nous un matériel suffisant pour nous permettre de construire une évaluation de leurs mouvements. Finalement, le modèle utilisé a des appuis relationnels. Mais comment faire quand ce n'est pas le cas ou quand on a besoin de trouver un étayage suffisant qui nous permette de voir comment le bébé ou l'enfant réagit? Il est très important de savoir que l'on met alors l'enfant dans une forme de réceptivité, passivité active, qu'il va porter à ce qu'on lui propose. Il ne se dévoile pas et peut s'appuyer assez tranquillement sur ce qui certains ont appelé les imitations-identifications. Ce qu'on nommerait l'identification imitative et qui ne dévalorise pas ni l'imitation ni l'identification. Dans la relation parent-bébé, on sait maintenant la valeur de la forme que prend l'échange et combien le babil, dans les ébauches de langage, suivent les modélisations de l'échange et son rythme. Je n'insiste pas là-dessus. Mais je souligne la proposition de Winnicott qui considérait l'importance d'un enfant capable de jouer seul devant sa mère. Notre but est souvent d'atteindre cela. Ceux qui ont lu Winnicott ont remarqué qu'il avait dans son bureau une quantité énorme de classes de choses diverses pour étayer la relation. Le livre d'enfant devient pour nous un support remarquable à la fois d'une présence et d'un récit effectif, d'une rêverie de chacun, y compris les parents, et c'est important. Dans ce cas dont on n'attend rien directement, le thérapeute peut devenir le support de la compréhension des réactions de l'enfant pour étayer le dialogue avec les parents et permet une boucle circulaire potentielle d'évolution. Dans la consultation de Lebovici, c'est une consultation, une des premières consultations bébé filmées,
il fait quelque chose de très particulier. Un enfant est très très excité et non calmable. Quand il savait pas très bien quoi faire, il faisait ça, il mettait sa main entre son col et son cou. Et le bébé va le regarder et va faire ça, hein. Et à ce moment-là, commence un dialogue, hein. Je rappelle tout ça à des gens comme vous, convaincus un petit qui reconnaît un loup sur l'image et qui commence à jouer en faisant cela avec l'image, montre qu'il joue avec un fantasme, mais surtout avec la présence et l'absence. Il comprend ce qui est la racine même du langage et du récit, le traitement de la présence et de l'absence. Dans les échanges entre le bébé et sa mère et le pédopsychiatre, il y a souvent des moments singuliers, d'une inquiétante étrangeté pour les trois membres du trio. En principe, c'est toujours la mère qui est la première à entendre le sens de ce que dit le bébé. Maman, papa, titi. Dans le cas contraire, on se sent perplexe et bien embêté. On devient alors un interprète du bébé pour la mère, mais cette disjonction a souvent un poids très fort qui ne s'estompe pas forcément en quelques échanges. Une petite fille amenée par sa mère migrante parce qu'elle ne parlait pas m'amena une chanson apprise à la crèche, une souris verte qui courait dans l'herbe, que bien sûr sa mère ne pouvait pas identifier ni reconnaître. Mais la répétition devant la maman va permettre, pas tout de suite, mais qu'elle entende le langage de sa fille. Il s'agit là d'une traduction culturelle. Un bébé imite, s'identifie, et ce sont toujours des mécanismes conjoints, pour les gestes comme pour la parole. Donc les enfants qui ne produisent pas ce résultat ont parfois des sentiments de très grande inquiétude vis-à-vis du monde extérieur, développés par leur sentiment que le danger serait grand d'aller vers un autre interlocuteur. On revient vers Boucle d'or. Pour conclure, les enfants peuvent avoir un intérêt pour l'image et pour l'écrit qu'on va développer petit à petit. Ce n'est qu'une première idée de la façon dont un enfant se représente le monde, ce qu'il voit, ce qui est symbolisé. Les enfants qui ne parlent pas mobilisent des réactions importantes chez l'interlocuteur, une difficulté à établir un lien avec eux et très vite un sentiment d'impuissance qui peut être fort accablant. En général, nous sortons vite de ce face-à-face en utilisant, proposant le jeu, les marionnettes, les voitures, le récit d'une histoire. Les interactions vont essayer de construire un échange. Parfois, cela suffit à faire naître des sons, un babil, enfin un point de départ. Que la pathologie de l'enfant soit grave ou pas, on a entamé une relation avec lui à laquelle on va pouvoir donner suite. Je voulais juste dire une petite chose par rapport à l'intervention de notre collègue, qui était que un autre psychanalyste qui s'appelle Paul Denis avait parlé de l'envie que chacun avait de continuer le cours de ses pensées dans la vie. Et que ça faisait que la maman qui demandait à un enfant va te laver les dents, par exemple, n'écoutait pas forcément la réponse ou n'attendait pas forcément la réponse. Et que ça pouvait être très important de dire à des parents, l'enfant est comme vous, il a envie de continuer à jouer. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'il a un trouble attentionnel, c'est qu'il essaye de continuer à jouer. Comme vous, quand vous dites rapidement va te laver les mains ou va faire ci ou va faire ça, vous essayez de garder le cours de vos pensées. Voilà, je finirai là. Oui, en fait, je m'inscrivais pas dans ce genre de situation tout à fait, parce que pour moi, c'est parler à l'enfant, va te laver les mains. Ça n'appelle pas forcément une réponse verbale. En revanche, lui demander alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et ne pas lui laisser le temps de répondre, ou quasiment pas, et ne pas reprendre ce qu'il a dit, ne pas manifester d'intérêt à ce qu'il a dit. Pour moi, c'est parler à l'enfant, mais pas avec l'enfant, quoi. Il n'y a pas d'échange de pensée. Voilà, il n'y a pas d'écoute. Donc un enfant, il conclut de ce genre d'interaction qu'il parle ou pas. De toute façon, l'autre n'est pas vraiment intéressé. C'est ce que, Marie, tu appelles le langage factuel par rapport à la langue du récit.
Oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner en quelque sorte le langage factuel dans les familles. Et c'est vrai que Bresson, par exemple, et je veux dire, c'est quand même un langage basique, mais je trouve très, très intéressant ce qui a été développé précédemment, parce que c'est surtout le problème du dialogue, euh, de l'échange, hein, qui est à... Mais les travaux sérieux montrent que la prédominance d'un langage factuel sur une langue, ou la langue du récit, ou le silence, je trouve que c'est tout à fait important ce que tu as... Se taire, savoir se taire. Je cite souvent Isabelle Sauer. Isabelle Sauer, je la cite souvent quand elle... Parce que je trouve que les conteurs avec lesquels nous avons travaillé, où tu mettais ton manteau de côté de conteur et où tu faisais les animations, tu le dis souvent, savent quand même mieux que d'autres manier, dans tes observations, manier le silence. Savoir se taire qui est l'art de compter, en fait. Je ne sais pas si c'est l'apanage des conteurs. Peut-être que les conteurs jouent plus de ça. Parce que c'est vrai que c'est aussi dans le temps du silence que l'enfant, enfin que le public, d'ailleurs l'enfant comme l'adulte, peut suivre le récit et former sa pensée. Enfin. Et donc moi je trouve ça hyper important dans les moments d'échange, de lecture avec les très jeunes enfants, où moi je le dis souvent, moi, je reviens d'une formation là où on échangeait encore autour de cela, du fait de ne pas essayer d'être productif ou d'attendre une réaction de l'enfant, mais de suivre son visage. Hein. C'est ce que cette lecture individuelle au sein d'un petit groupe nous permet, c'est que c'est pas le lecteur qui va impulser le rythme du récit, même s'il est censé bien connaître l'album, hein, pour pouvoir offrir le meilleur, mais de suivre le regard de l'enfant, sa gestuelle corporelle, pour savoir si c'est le moment de tourner la page, s'il reste là, s'il pense sur les mots qu'on vient d'émettre, etc. Et ce silence est fondamental. Bon, il est différent du mutisme, mais c'est dans ce que vous évoquez. Voilà. Merci beaucoup, c'était passionnant. Madame Bonafé, je voudrais reprendre ce que vous avez dit à propos, je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, à propos de la langue du récit. J'ai fait un lien, quand je vous ai entendu parler, avec mon activité. Moi, je suis orthophoniste et il m'arrive très souvent de mettre en place avec l'enfant la conjugaison. Et dans la conjugaison, il y a la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Et quand l'enfant commence à utiliser la troisième personne, il entre dans la langue du récit. Parce qu'en effet, la troisième personne, c'est la personne qui n'est pas là, c'est elle dont on parle. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir faire ce lien-là, parce que je pense que je ne l'avais pas fait avant. Je vous remercie. Je voulais parler aussi de la communication des parents. Par rapport, je me rappelle d'un exemple qu'on avait pris par rapport donc justement à l'utilité des albums ou des livres quand tu as par exemple des femmes, des jeunes mamans qui n'arrivent pas à communiquer avec leur bébé tout simplement parce que le bébé ne s'exprime pas. Et du coup, les livres sont là aussi pour essayer pour pouvoir établir ces dialogues. Je trouve ça très, très important. Et je voulais aussi parler de quelque chose de complètement différent. Je pense qu'il y a une autre bataille aussi qui se joue, en tous les cas dans une PMI dans laquelle j'interviens, et je pense ailleurs aussi, c'est le problème du portable, du téléphone portable, qui empêche effectivement cette communication entre les parents en priorité et l'enfant. Voilà. Je reviens sur la dernière partie de votre intervention. Peut-être qu'une autre personne souhaitera intervenir sur le début. Elle est portable. J'ai écrit un petit article dans une revue professionnelle. J'ai fait la rubrique recherche de cette revue, le journal des professionnels de l'enfance. C'est vendu en kiosque. Donc il y a quelques numéros. J'ai fait un article sur ce qu'on appelle, le terme n'est pas de moi, il est récent, les technoférences. Les technoférences, c'est-à-dire cet élément de plus en plus fréquent, technoférence, interférence, hein, où des parents commencent à dialoguer avec l'enfant leur parle, et le parent
Alors bon, commande d'instruction Internet, lit le dernier SMS, etc. Et n'est plus dans le dialogue avec l'enfant. C'est de plus en plus fréquent. Il y a eu une enquête en Angleterre, on n'en a pas en France à ma connaissance, qui montrait que des parents avouaient 3 technoférences minimum par jour dans les échanges avec leur enfant. Quand on sait que le temps d'échange peut être assez faible en rentrant du travail, etc., avec d'autres écrans aussi qui sont présents, ça commence à poser des problèmes, effectivement, aux enfants, de ne pas savoir s'ils peuvent s'inscrire dans un dialogue avec l'adulte. Ce n'est pas seulement l'utilisation des écrans par les enfants qui ne crée pas d'autisme, je vous le dis tout de suite. Bon, malgré les propos assez délirants qu'on peut lire depuis quelques mois. Bref, l'autre problème, et un des problèmes peut-être principaux avant même l'utilisation des écrans par les enfants, c'est ce que font les parents des écrans dans les situations d'interaction avec leur enfant. Quand le portable ou la tablette sont à proximité, toujours présents, qu'on est complètement dépendant de ça, on ne peut pas avoir cette attention, cette poursuite du dialogue avec l'enfant, parce que déjà le regard n'y est plus, même si on fait une réponse un peu bateau, l'enfant sent bien qu'on ne dialogue pas avec lui. Donc là, il y a tout un corps de travail pour les professionnels de l'enfance à prendre en compte et qui, à mon avis, l'est encore extrêmement peu. On voit beaucoup d'articles sur le mal que peuvent faire les écrans aux enfants, mais ces technoférences, c'est encore peu souligné.